Pour ce deuxième podcast, nous recevons Marine Galland, slasheuse depuis plus de 10 ans. Marine est ce qu'on peut appeler une femme d'action qui s'épanouit au travers de nombreuses activités professionnelles. Elle est simultanément comédienne, coach professionnel certifié, conférencière et professeure de fitness. À travers ce portrait de femme inspirante, on va découvrir quelqu'un qui a su adapter son mode de vie à son hyperactivité pour en faire une vraie force. Dans cet entretien, nous parlerons de sa philosophie de travail, ses préoccupations et ses questionnements sur cette vie à 100 à l'heure qui la passionne et qui lui évite de courir après les cachets les moins intéressants. Est-ce que l'impro t'aide à prendre des risques ? Complètement. Je pense que cette discipline a transformé ma vie. C'est dieu de l'impro ou déesse de l'impro, si tu m'entends, merci. J'ai découvert cette discipline à 20 piges et je crois que déjà que ça m'a métamorphosée dans mes soft skills, dans ma personnalité. J'étais quelqu'un de très carriériste, avec de grandes ambitions. J'étais très contrôlante, j'avais des idées très arrêtées sur plein de choses. Et ça m'a apporté une ouverture et une adaptabilité dans la vie énorme. Et je suis persuadée que la réussite et la joie, on va dire, qu'on recherche, elle vient à la fois d'une préparation dans ce qu'on fait, une réelle préparation, travail, et en même temps, une préparation à être prêt quoi qu'il arrive, en fait, parce que rien ne se passe jamais comme prévu dans la vie. Marine, comment les gens réagissent quand tu te présentes et si tu te présentes comme une slasheuse auprès d'eux ? Est-ce que tu dis moi je suis comédienne et slasheuse ou... Alors, à part à tout ce qui touche vraiment au jeu, donc typiquement en casting, en rencontre d'Ircast, où là je dirais que je suis comédienne et je précise le reste. Sinon, la plupart du temps, je me présente en slasheuse. Et donc je dis je suis slasheuse. Et après, je donne la définition. C'est une personne qui vit de différentes activités et j'énumère mes casquettes. L'effet que ça a sur les gens est variable. Souvent, les gens ne connaissent pas ce terme et c'est une agréable surprise. Il y a même des gens qui me disent « Ah, mais tiens, mais ça me parle. En fait, j'ai l'impression que je suis comme ça. Enfin, un mot pour me définir. » Et à une époque, mais de moins en moins, je pouvais ressentir un regard un peu jugeant. Je sais que quand je me suis reconvertie il y a une dizaine d'années, et que justement je me cherchais et que je me disais mais Marine, choisis. Ma mère par exemple arrêtait pas de me renvoyer à ça, mais Marine, tu t'éparpilles, je comprends pas. Et là tu te formes parce que je suis aussi coach sportive. Donc elle comprenait pas. Quand j'ai vu une vidéo sur les multipotentiels en disant qu'il y a des gens qui ont besoin d'être des touches à tout, et on appelle ça des slashers en termes de métier, ça m'a énormément libérée. Et malgré tout, à cette époque, donc ça remonte quand même à une dizaine d'années, je pouvais sentir que parfois, je pouvais me sentir jugée par moments, dans ce sens où, ça veut dire que tu n'as pas choisi, ça veut dire que si tu fais plusieurs choses, tu vas mal les faire. Je sais pas si ça a perduré, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent admirer ça aussi, justement, toute cette curiosité et cette énergie à faire ce que t'aimes et dans plusieurs activités, plutôt que de... Enfin, je sais pas, ça t'est peut-être déjà arrivé que des gens te disent, qu'ils soient impressionnés ou... Pardon, je laisse répondre. J'ai une question. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'effectivement, c'est inspirant pour des personnes qui fonctionnent peut-être de la même manière et qui auraient envie de s'autoriser à avoir ce mode de vie-là. Et tant mieux, parce que moi aussi, avant de me jeter pleinement dans ce mode de vie, j'ai été inspirée par des gens et c'est primordial d'avoir des modèles. Donc, tant mieux si on répand de plus en plus ce modèle. La dernière fois qu'être slasheuse t'a desservi, est-ce que tu t'en rappelles ? Est-ce qu'il y en a eu une ? Est-ce que ça t'a marqué ? Tu t'es dit merde, là je vois les limites. Oui, alors il y a eu il y a 5-6 ans, une époque où j'ai renoncé à 2 projets parce que justement ça nécessitait de partir en résidence. Je crois que c'était sur 2 semaines et j'avais mon cours de sport du mercredi à donner, j'avais des coachings le vendredi, j'avais ma répète d'impro le jeudi. Enfin, donc en fait, c'est là que j'ai réalisé la limite du truc, c'est que prendre 2 semaines dans ma vie par rapport à mon quotidien, c'est compliqué. Donc je suis passée à côté de ça et je l'ai regretté. Du coup, je me suis dit que j'ai fait des réajustements. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le slash, c'est aussi la flexibilité
de tous ces métiers. C'est-à-dire que pendant le confinement, la partie artistique s'est réduite comme peau de chagrin. Et là, ma casquette de coach a explosé. Et puis après le confinement, j'ai rabaissé ce truc-là pour redonner la priorité. Mais tout ça, en fait, c'est des choix. Et je crois qu'il y a un piège quand on est slasher dans lequel il faut pas tomber, c'est subir son emploi du temps, comme quand on est salarié, où on va se plaindre de ces choix-là. Et c'est ça qui est génial quand on est intermittent, indépendant, enfin tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a un truc qui nous va pas, quand on se plaint, qui est le responsable? C'est moi-même. Donc, comment je gère... Certes, il y a que 24 heures dans une journée, mais par contre, je suis 100% responsable de comment j'organise mon temps. Donc, c'est génial de se confronter à ça. Si là, demain, on te proposait de partir un mois pour un long métrage, pour un premier rôle à l'autre bout du monde, comment ça se passerait? Oui. C'est bon. J'arrête tout. Alors, non, c'est hyper intéressant comme question parce qu'en fait, je vais aborder un questionnement que j'ai depuis 1 an. C'est que, donc, en retournant au studio Pygmalion, l'objectif était clair pour moi, c'était de rajouter une casquette, c'était de faire du cinéma, télécinéma. En fait, en apprenant le métier et en comprenant comment le marché fonctionne, j'ai réalisé aussi que c'est un sacré engagement. Si on veut que ça marche, alors évidemment, il y a une part qui nous appartient pas totalement, mais malgré tout, si je veux mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche, j'ai la croyance qu'il faut que je diminue, voire arrête certaines activités temporairement. Et pour moi, c'est un choix extrêmement difficile à faire. Et c'est un choix qui est beaucoup plus fort qu'avec le théâtre, où pour moi, le théâtre, je peux le faire co-vivre avec toutes les autres activités. Et du coup, j'ai pris la décision, en fait, de garder mes slashs, parce que c'est pas des slashs pour vivre alimentairement, en fait. Tout me passionne. Et en mettant quand même la priorité sur cinéma, télévision. Et si jamais, évidemment, il y a des opportunités comme ça, je prendrai la décision de réduire drastiquement le reste. Je suis convaincue qu'on peut pas tout faire à un instant T, mais qu'on peut tout faire sur toute une vie. Et comment tu fractionnes ta semaine entre vie professionnelle et vie privée? Et comment ta famille s'adapte à ton rythme? Maman, si tu m'entends, j'espère que tu me comprendras. C'est vrai que c'est un sacré sujet. Ça m'a longuement questionnée, notamment le rapport, vous savez, vie privée, vie pro, avec comme s'il y avait un mur. Pareil comme les semaines de boulot et le week-end, comme s'il y avait un mur. Les périodes de boulot et les vacances, le mur. Et moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Parce que quand je bosse, pour moi, c'est des vacances. Et d'ailleurs, il y a une chanson d'Orelsan qui dit c'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit mais oui, c'est exactement ça que je ressens. Et en vrai, je suis pas hyper fan des vacances et je me fais rapidement chier parce que j'ai besoin de créer, d'être dans l'action. Donc, je n'aime pas cette différence entre week-end, semaine, vacances, pas vacances. Et du coup, je pourrais dire que ma vie professionnelle déborde énormément sur ma vie perso. Et en même temps, ma vie perso, je fais beaucoup de liens avec le professionnel. Et ma famille, ma famille nucléaire, c'est-à-dire mon mec et mes 2 filles, on a un mode de fonctionnement qui nous va à tous les 4. Et je dirais que mon mec, il est peut-être un peu moins intense que moi, mais il a aussi ces casquettes-là et ses métiers passion. Il est comédien également. Et je dirais que peut-être le plus dur à comprendre, c'est pour ça que je commençais par maman si tu m'entends, c'est pour mes parents qui sont aussi peut-être d'une autre génération, qui sont pas forcément dans le milieu artistique et qui sont dans un rapport au temps un peu différent justement sur vacances, travail. Et du coup, c'est toujours très étonnant pour ma mère de voir que je continue peut-être à bosser alors qu'on est censé être en vacances et se reposer. Okay. Admettons, là, demain, tu fais un cours de sport, tu te blesses, accident de travail, genre le truc qui t'immobilise. C'est une peur que j'ai eue pendant très longtemps. Alors, j'ai une peur très précise, c'est de perdre un pied. Ah oui. C'est très bizarre.
Mais j'ai fait longtemps des cauchemars quand j'étais petite et je me visualise allongée et avec dans la capacité de courir, d'avancer. Et aujourd'hui, c'est sûr que ça continue à me faire peur, mais en vrai, je me dis, l'année dernière, j'ai accouché et en fait, j'ai eu une césarienne, j'ai été quand même pas mal immobilisée. Et au final, grâce à la visio, il y a quand même certains métiers que je peux continuer d'exercer. Déjà, je peux continuer à lire, à regarder des films, à écrire. Je peux continuer, à coacher, je fais énormément de conférences en ligne, de formations en ligne. Donc, je suis moins inquiète, même si ça me ferait péter un câble, de plus pouvoir être dans le mouvement. Je rebondis. Est-ce que c'est pas c'est pas pour masquer la peur du vide, la peur du rien? Oh oui. J'ai fait à peu près 1500 heures chez le psy sur mon sujet d'hyperactivité. Alors, c'est drôle que tu poses cette question parce que plus les années passent, plus je sens un tiraillement profond entre ce que j'essaie de transmettre à mes filles, qui relève plus de slow down, profite des moments présents calmement. Incroyable. Et en fait, un truc qui me dépasse, qui me rattrape, qui est un mode de fonctionnement que je pense j'ai hérité de mon père et qui peut sans doute m'est propre aussi génétiquement. Mais du coup, j'essaie, et notamment l'artiste en moi, qui à la fois bouillonne de créativité, elle hurle aussi au besoin de rien, au besoin de ralentir, au besoin de contempler. Donc ça tiraille énormément et là j'ai sorti un slam en janvier justement qui s'appelle Après quoi tu cours, où j'interroge ça interroge effectivement mon rapport au temps et je pense que c'est insoluble et je pense aussi que c'est une phase de vie étant mère de 2 enfants dans une tranche d'âge en toute possession de mes moyens avec beaucoup d'énergie, d'envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai la sensation que pour moi, c'est une conquête de liberté permanente d'être parent et de pouvoir assouvir à côté sa vie professionnelle, ses envies, sa carrière. Et ce qui crée un rapport au temps un peu biaisé d'efficacité. Je suis beaucoup dans l'efficacité, la planification, l'optimisation. Et je sens que parfois, ça a ses limites. Et du coup, j'essaie de mettre en place des choses pour m'accorder des plages de rien, des plages de... Mais contempler un paysage, du coup, pendant plusieurs minutes, est-ce que ça t'arrive? C'est possible? Alors, je me l'autorise. Je fais en sorte de créer les conditions pour, parce que sinon, je suis happée par plein d'autres choses et par mon cerveau qui va trop vite et qui switch. Et comment je crée les conditions pour... alors, au-delà des vacances, qui sont des conditions pour et où j'arrive très bien à compléter les premiers jours. C'est juste qu'au bout d'un moment, je suis là, bon, allez. Mais des choses que j'ai mis en place, par exemple, à vélo, je suis tout le temps en train de répéter mes textes sur l'appli Imparato ou d'écouter des podcasts, des machins. Et il y a des moments où je ne mets rien. Et comme ça, je suis beaucoup plus connectée à regarder ce qui se passe et puis à être avec mes pensées. Ou dans le métro, pareil, j'avais ce réflexe de optimiser le temps et d'écouter des trucs. Et en fait, maintenant, il y a plein de moments où j'aime... Et notamment quand je suis avec ma fille, du coup, je n'écoute rien. Et souvent, je me dis, il faut que j'engage la conversation. Et puis en fait, des fois, juste, on prend le métro et on dit rien, mais j'adore regarder autour de moi les gens. Je trouve que c'est fascinant, en fait. C'est des inspirations incroyables pour les impros. Regarder la vie. Et il y a un truc qui me fascine, mais que je dois faire une fois par an et que j'adore. Vous savez, c'est aller prendre un café un matin sans forcément avoir rien à faire, ou quand je me dis que je vais écrire ma pièce de théâtre, mais qu'en fait, je m'y mets pas tout de suite, et juste regarder la vie, quoi. Mais voilà, j'adore, mais je le fais pas beaucoup. T'as déjà fait du yoga ou du tai chi, des trucs comme ça, où tu es obligé de te recentrer sur toi-même, ne pas bouger ou bouger lentement Ouais, complètement. Le yoga, j'ai découvert ça il y a 10 ans et ça m'a apporté énormément parce que, par exemple, la méditation, je n'y arrive pas. Moi, j'ai tellement besoin d'être connectée à mon corps et du coup, le yoga, j'en pratique pratiquement tous les jours en plus de mes cours de fitness et c'est des moments qui me recentrent. Le bilan que t'en fais, alors là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de positifs et que voilà, est-ce que tu dois continuer comme ça encore jusqu'à la fin de ta carrière ou enfin même jusqu'à temps que tu auras la vitalité pour le faire? Oui, je me vois finir ma vie en tant que slasheuse
Et ça me sécurise de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, que ce soit financièrement, humainement. Est-ce que, à Pygmalion, je sais pas si vous le faites peut-être, mais je veux dire, je pense que c'est incontournable pour un comédien, mais définir son emploi. Ah oui, son emploi, oui. Ouais, du coup, est-ce que ça t'a saoulé quand on t'a dit, voilà, ça c'est ton emploi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Par contre, c'est vrai que un peu tout feu tout flamme et prise de risque que je suis, j'avais tendance à postuler davantage pour des choses qui sont en contre-emploi en me disant mais attends, mon emploi c'est trop facile. Sauf que après dans le cinéma, je me suis dit non mais Marine, commence par ton emploi, c'est déjà un sacré morceau et puis tu verras après pour aller vers du contre-emploi, mais autant jouer et en vrai je le sens très bien quand je joue des rôles qui me correspondent, c'est aussi beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple et du coup agréable. Donc je m'interroge vachement sur le métier d'acteur, d'actrice, vraiment sur la partie ciné. Et en fait, des fois, j'ai l'impression pour être aussi avec des potes qui tournent beaucoup, je me dis ou pour faire des rencontres parfois avec des gens qui ont plus de 50 piges, qui tournent depuis 25 ans, mais toujours des seconds rôles, etc., qui arrivent pas à passer une étape. Je sens qu'il y a des gens qui sont beaucoup aigris, qui sont beaucoup dans le doute, alors que même ils ont un beau parcours. Et moi, ça me donne. On parlait d'inspiration, de modèle. Moi, ça me donne pas trop envie. Et je me dis, j'ai des warnings et je me dis, c'est sûr que ce métier, c'est vraiment un métier de cœur, donc je le lâcherai pas. Par contre, j'ai plein de vigilance sur comment le vivre et l'aborder. Et je pense encore une fois, je reviens à cette logique chemin. Je suis comédienne aujourd'hui, je l'étais l'année dernière, je l'étais il y a 2 ans, je le serai demain. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est déjà génial tout ce qui se passe, même si aujourd'hui, j'ai pas un premier rôle dans un long métrage, en fait. Je vais pas attendre de viser un objectif que peut-être je n'atteindrai jamais pour être heureuse dans ma vie. Donc c'est comment je fais vivre, comment je me crée un max d'opportunités de jeu au quotidien et je prends le temps de savourer chaque étape. Ce que j'adore, c'est que donc je pourrais aussi parler des difficultés parce que je trouve que le métier de comédien, de comédienne, il est terrible en termes de confiance en soi. Non, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment moi je suis hypersensible. C'est vraiment je suis hypersensible et surtout j'ai une grande capacité à me remettre en question. Et ce que je trouve que c'est un formidable atout dans la vie. Parce que je ne cesse d'avancer, de me développer. Et en même temps, c'est épuisant, surtout dans le jeu où tout est tellement subjectif. Donc, faut se bétonner. Faut se bétonner. Et c'est vrai que toutes mes autres activités, notamment le métier de formatrice, conférencière, tu vois, je te donne une semaine type, je vais donner un cours de gym. Les nanas ou les mecs sortent du cours en mode ah putain ça nous a fait du bien, je me suis sentie utile, ça me fait vachement de bien. Après je vais animer une conférence, tac, les gens super inspirés, ça me fait vachement de bien. Paf, après je vais faire un casting que j'ai pas, après je vais faire une répète où on me dit attends t'es pas au bon endroit Marine, ça fait des mois qu'on cherche, tu trouves pas. Au moins ça contrebalance. C'est parce que honnêtement les moments les plus durs que je vis, c'est les moments c'est mes casquettes de comédienne. Et alors que, voilà, je vais avoir 40 piges, j'ai quand même quelques années d'expérience. Donc ça aussi, ça me sert, je pense, à équilibrer et à la fois financièrement aussi. On va pas se le cacher, je gagne majoritairement ma vie avec des formations, des conférences, du coaching que le reste. Est-ce qu'il y a des questions qui te viennent qu'on aurait oublié de poser ? Non, je crois pas. Il y a 2 choses du coup que j'ai quand même envie de préciser. La première, c'est sur le côté slash. Cette formation, je l'ai créée aussi parce que j'avais un constat de voir beaucoup de potes comédiens et comédiennes qui démarrent ou pas forcément et qui passent leur temps à cachetonner sur des choses de l'événementiel ou de la figure dans des conditions impossibles. Et au final, je trouve qu'il y a un truc de non-sens où j'ai pas la sensation qu'ils soient vraiment épanouis et j'ai pas la sensation qu'ils se mettent dans les meilleures conditions pour passer aussi une étape dans leur carrière. C'est pour ça que peut-être parfois changer un peu de regard et se dire peut-être je vais faire un métier à côté de formateur, de prof ou que sais-je, comment utiliser vos richesses, vos talents ailleurs qui pourraient être un petit peu décorrélés, mais il y a toujours des liens évidemment, pour encore une fois apporter une sécurité financière et
et de reconnaissance, je trouve que ça a beaucoup de sens et ce n'est pas de détériorer une carrière de comédien, bien au contraire. Parce que je trouve qu'une carrière de comédien a besoin aussi de finances pour coiffeur, fringues, réseau, café, festival, déj, gna gna. Et on a besoin de prendre des coups de boost d'amour et de reconnaissance ailleurs. Pour revenir un peu sur mon parcours de comédienne, c'est fou parce que comme de nombreuses activités que j'ai abordées, voilà comment je fonctionne. Je me dis, typiquement chanteuse ou comédienne, oh, ça a l'air trop chouette. Ok, je reviens sur le côté comédienne. J'ai commencé par l'improvisation théâtrale pendant des années. Et comme je faisais de l'impro et que je jouais régulièrement, que j'étais improvisatrice professionnelle, je me disais, je suis aussi comédienne professionnelle à texte. Sauf que, à part 2 mauvais spectacles amateurs, j'en avais jamais fait. Je suis recrutée dans un projet, on part en résidence. Et là, mes 2 semaines horribles. Franchement, j'en pleurais aux toilettes. Parce que je me suis rendu compte à quel point, en fait, je ne savais pas jouer du texte. Et ça n'a rien à voir avec l'impro, où on crée dans l'instant. Et c'est spontané. Mais arriver à recréer une spontanéité dans quelque chose d'appris, de planifié, c'est extrêmement difficile. Donc là, courbe de l'apprentissage, comme beaucoup de fois, c'est que je crois quelque chose qui est simple, comme le chant en ce moment, et en fait, après, je m'y confronte, et là, c'est l'étape un peu dégueulasse, horrible de « Ah non, mais en fait, la montagne est horrible ». Donc là, un conseil pour tout le monde, et que je me rappelle à moi-même, à chaque fois, je me dis « C'est normal, c'est une étape, c'est l'étape la plus dure, et il faut serrer les fesses, continuer, et rien ne remplace la répétition ». Et c'est vraiment petite étape par petite étape. Il faut pas lâcher. Et d'ailleurs, en revenant au studio Pygmalion, pareil, une gifle. Je pensais être comédienne professionnelle de texte depuis des années. Ah ouais, non, mais c'est encore autre chose, le jeu. Et même en sortant 2 ans après Pygmalion, je me dis, mais c'est le plus dur métier du monde. Donc c'est super, faut continuer à apprendre, pratiquer, et pas se décourager, et remonter quand on se décourage un peu. Et puis après, ouais, effectivement, tout ça est tellement subjectif. Dernière chose, j'ai compris aussi, et je me suis vachement auto-coachée dans ce métier de comédienne, parce que évidemment, il y a nos compétences, ce qu'on appelle hard skills, compétences techniques de jeu qu'il faut avoir, il faut bétonner ça, évidemment. Et en même temps, il y a un énorme travail de soft skills, de capacité, de compétences comportementales, ne serait-ce que pour réseauter, comment je suis avec l'autre, comment je me comporte, mais aussi de moi à moi, dans quel état d'esprit je suis, qu'est-ce que je me raconte à l'intérieur de moi. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, si on laisse faire le cerveau, il y a un truc qui s'appelle les biais de la négativité, on va toujours aller voir le négatif, et on est les premiers juges de nous-mêmes à se fouetter. Et j'ai l'impression que, plus que dans n'importe quel domaine, faut apprendre à devenir son meilleur pote et à se féliciter, s'encourager, sans relâche. Donc, il y a un vrai travail d'état d'esprit. Mais justement, comment tu fais pour t'auto-coacher et pour te motiver, parce qu'on n'est pas tout le temps boosté? Est-ce que tu fais des affirmations positives tous les matins? Comment tu fais, justement? En fait, c'est vrai que comme je donne pas mal de conférences et je coach pas mal de gens, toutes ces petites phrases que je répète, souvent elles résonnent en moi le soir, le matin. Je me dis, tiens, t'as dit ça à bidule, mais en fait tu te l'appliques même pas à toi, alors vas-y. Donc ça me met dans le bain en permanence. D'autres choses que j'ai mis en place, j'ai des groupes, des alliés en fait, des groupes de copines ou de potes, de pros, perso. En fait, il y a des endroits où je sais que il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'amour même, et du coup j'hésite pas à activer. On a des boucles WhatsApp ou des déjeuners 1 fois par mois avec des copains, et puis on n'hésite pas à se partager où on en est, à se féliciter, à mettre en lumière les avancées, parce que sinon nous chacun on avance sans prendre le temps de tap in the back, quoi. Et par ailleurs, une dernière chose, c'est que les années passant, je m'appuie sur mon expérience. Dès que je sens que je perds un peu pied, que je me dis que là c'est trop dur, j'y arriverai jamais, je repense à des expériences un peu similaires que j'aurais pu vivre, et en me disant là tu vis exactement une phase que tu as déjà vécue, mais regarde comment ça s'est déroulé après, et ça va être cool. Et une dernière chose que je pratique, plutôt que laisser mon cerveau dérouler le scénario du pire, je marche beaucoup à la visualisation. Comme par exemple cette casquette de chanteuse et guitariste. Je sais que un jour, je vais jouer dans un spectacle et je vais avoir un petit moment où j'aurai ma guitare et où je chanterai. Je le sens, et du coup, je me prépare 5 minutes par jour
Donc, avis à toutes les personnes qui créent des spectacles avec musique. Vous pouvez recruter Marine. C'est ça. Merci Marine. Merci Marine. Eh bien, merci à vous. Et voilà, je trouve que votre initiative Viens voir les comédiens est géniale. Donc, continuez à propager ce réseau-là et à aider notre belle communauté d'artistes. Cet entretien est disponible sur de nombreuses plateformes d'écoute. Vous trouverez tout un tas de liens en description. Pour suivre nos travaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram.